invitación y por acogernos y hospedarnos en esta presentación de un libro que es un libro esperado durante muchos años. También tenemos que agradecer, y lo hago cada vez que tomo la palabra, a Amin Maalouf para podernos haber dedicado algunos días para la presentación de la edición de este libro, cuando sabemos que está en plena promoción de la edición francesa, porque el libro ha salido casi simultáneamente. Bueno, Amin Maalouf es un autor, una personalidad, un intelectual muy querido en España, casi desde desde la presentación de la primera novela que se publicó aquí, de su primera novela, que es León el Africano. Desde entonces ha pasado mucho tiempo, han pasado libros como El viaje de Baldassare, como La roca de Taños, como El primer siglo después de Beatrice, libros tan importantes como Identidades asesinas, Las cruzadas vistas por los árabes, Orígenes, que es un libro muy personal sobre la historia de su familia, o El desajuste del mundo, muy recientemente, que era un libro donde realmente Amin Maalouf ponía un poco el dedo en la llaga de las preocupaciones de un hombre como él, que ha vivido entre Oriente y Occidente y que ve este mundo en el que vivimos y que, como él decía, tenía la sensación de que habíamos entrado en este siglo sin brújula. Pero hacía muchos años que esperábamos una novela. Cada vez que le preguntábamos decía, sí, mi próximo libro va a ser una novela, pero ese libro ha tardado mucho. Y yo creo que después de haber leído Los desorientados se puede entender por qué. Quizás es el libro más íntimamente personal de Maalouf, porque desde el pasado llega al presente. Ha sido necesario ese recorrido a través de tantos personajes de todas sus novelas para poder enfrentarse un poco a ese personaje que podría ser él, que podrían ser las personas que le han acompañado a lo largo de su vida y que realmente plantea ese conflicto siempre tan presente como es el abandono del país natal con ocasión de la guerra y un regreso a ese lugar que en esta novela se produce al recibir la llamada de un amigo de infancia que está a punto de morir y quiere reencontrarse con él después de 25 años. Ese es el punto de partida de la novela. Como sabéis, los que la hayáis leído, se produce esa vuelta al país natal que nunca se nombra, aunque puede ser el Líbano, puede ser cualquier otro país. Y en ese regreso, Adán, el protagonista, decide, en homenaje al antiguo amigo con el que ha tenido conflictos y con el que hacía años que no se relacionaba, decide reunir a todos esos amigos de juventud que formaron el Club de los Bizantinos y que discutían largas horas pues, sobre todas las ilusiones, los proyectos, sobre ese futuro que efectivamente luego no fue el futuro que esperaban, ¿no? Y en ese recorrido nos va contando muchísimas cosas y de ahí trasciende un poco pues, su visión del mundo tal como lo vivimos ahora y bueno, pero yo creo que nos lo tiene que contar él. Y nada, muchas gracias. Non, je voudrais simplement dire que je suis heureux de me trouver ici au CCCB. Je voudrais vous remercier de votre accueil et dire que je suis heureux aussi de me trouver à Barcelone. C'est toujours avec un immense plaisir que je viens ici. C'est une ville qui a une histoire à laquelle je suis sensible, même depuis son histoire antique, puisque une légende persistante rapproche de l'origine de la ville de Carthage, qui a un lien très étroit avec mon pays natal. Un de mes premiers héros historiques était Hannibal Barca et j'aime croire, je ne sais pas si l'histoire le confirme, mais en tout cas la légende confirme qu'il y a un lien entre sa famille et la ville de Barcelone. Et
quand j'ai commencé à écrire, j'ai travaillé sur le Léon l'Africain et j'ai découvert un personnage auquel j'avais envie de consacrer un livre. Je ne sais pas si je le ferai parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont été consacrées, mais ça a été une figure qui m'a accompagné longtemps, qui était Ramon Llull, et c'est vrai que son histoire m'a touché depuis très longtemps, et c'est une histoire qui résume un peu l'histoire de la Méditerranée et toute la complexité de la Méditerranée. Là, je reviens, comme m'a dit Valéria. Aujourd'hui, je viens avec un roman, donc, comme disait Valéria, que j'ai mis beaucoup de temps non pas à écrire, parce que je l'ai écrit au cours des 2-3 dernières années, mais à prendre la décision de l'écrire. C'est une histoire qui est présente dans ma mémoire depuis très longtemps, mais il y a un moment dans la vie où on sent qu'une histoire doit être racontée. Parfois, on a besoin d'avoir les cheveux blancs pour commencer à parler de sa jeunesse d'une certaine manière. Et ce livre parle effectivement de l'univers de ma jeunesse. Pour toute personne, je crois que la jeunesse est un moment qui suscite la nostalgie. Et là, il y a une double nostalgie, puisqu'il y a la jeunesse qui s'éloigne et aussi le lieu où la jeunesse s'est passée, qui est un lieu qui a connu toutes sortes de troubles. Il y a une sorte de civilisation que j'appelle la civilisation levantine qui a un peu tendance à disparaître malheureusement aujourd'hui. Donc ce livre parle un peu d'une génération qui se trouve désorientée, comme le dit le titre, désorientée parce que perdue dans le monde d'aujourd'hui, désorientée parce qu'elle a perdu son Orient. Et je dirais que ce n'est pas seulement cette génération qui est désorientée, c'est peut-être notre monde qui est aujourd'hui un peu désorienté. Je pense que lorsqu'on revient sur le lieu de ses origines, il faut s'attendre à ce que ce lieu ait changé. Les lieux changent et aussi notre regard change. Mais en même temps, je pense que c'est important. C'est important de revoir les lieux, même au sens le plus étroit. Moi, je me souviens d'être allé un jour dans l'école où j'avais fait mes toutes premières années de scolarité. J'avais 6 ou 7 ans. Il y avait eu une cour de récréation. Et dans ma mémoire, cette cour était immense. Et quand je suis allé, c'était minuscule. Et je me suis rendu compte qu'on va au-devant toujours d'un genre de déception. Peut-être qu'on a besoin de déception, mais peut-être parfois il vaut mieux ne pas se confronter à cette réalité et la garder comme dans son rêve. Je pense qu'il y a des aspects positifs et des aspects inquiétants. Il y a un aspect positif, c'est que dans beaucoup de pays, on commence à avoir une vie politique, avec des élections, un débat politique, et puis on a assisté à la disparition d'un certain nombre de dictatures. En même temps, le contenu de ce qui est revendiqué dans ces révolutions n'est pas toujours rassurant. Par certains côtés, il y a des aspects passéistes. On ne voit pas véritablement la modernité sociale qu'on espère, notamment par rapport à la situation de la femme, par rapport
la situation des minorités. C'est entre autres lié à un facteur politique précis, c'est que beaucoup de mouvements d'opposition aux anciens régimes étaient des mouvements à caractère religieux. Ce qui s'explique par beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est que ces mouvements pouvaient s'organiser alors que d'autres mouvements politiques ne pouvaient pas s'organiser. On pouvait empêcher les gens de se réunir dans des syndicats, on pouvait les empêcher de tenir des meetings politiques, on ne pouvait jamais les empêcher d'aller à la mosquée. Et donc les gens pouvaient toujours aller se réunir dans les mosquées, ce qui a créé, ce qui a facilité les rencontres politiques autour de lieux religieux. Et je crois que les régimes politiques ont compris une chose importante, c'est que l'Occident était traumatisé par la violence qui venait des milieux les plus fanatiques, surtout après les attentats du début de ce siècle. Et les régimes politiques disaient constamment: notre ennemi, ce sont ces mouvements-là, parce qu'ils espéraient de cette manière obtenir le soutien de la communauté internationale des pays d'Occident. Et c'est une chose qui fonctionne très bien, c'est-à-dire la première réaction d'un dirigeant comme Kadhafi quand il y a eu des événements dans son pays, des manifestations, il a dit: c'est Al-Qaïda qui manifeste, et c'était systématique chaque fois qu'il y avait un mouvement politique. Et c'est vrai que l'opposition a utilisé souvent des slogans religieux parce qu'ils étaient mobilisateurs. Quand on manifeste et qu'il y a les forces de sécurité qui tirent sur les manifestants, c'est très difficile de dire aux manifestants qu'il faut quand même manifester si il n'y a pas une sorte de mysticisme qui accompagne. Si on ne dit pas aux gens qu'ils vont aller au paradis, ils ne vont pas prendre le risque de mourir. Et donc, on a vu monter cette attitude d'un pays à l'autre. Bon, et il se fait que cette idéologie ne s'accompagne pas de modernisation sociale, pour dire les choses comme ça. Plutôt, elle a plutôt tendance à s'exprimer d'une manière passéiste. On pourrait les discuter parce que c'est l'événement de ces dernières années, mais je vais simplement dire qu'en résumé, il y a des aspects intéressants, il y a des aspects inquiétants, mais c'est certainement un événement majeur qui se développe. On est dans une longue période de tumulte qui va se prolonger pendant des années. Et sincèrement, aujourd'hui, il est impossible de savoir sur quoi cela va déboucher. Ce roman est inspiré de mes années de jeunesse, de mes années d'université. Je dirais que presque tout ce qu'il y a dans le roman vient de cette époque, mais il est présenté d'une autre manière, un peu dans le désordre. La comparaison qui me vient à l'esprit, c'est comme si on était en train de visiter un endroit où il y avait de vieilles maisons écroulées et qu'on ramassait des vieilles pierres de ces maisons pour construire à côté une autre maison avec les mêmes pierres. Et c'est un peu cela. Les éléments du passé sont tous là, mais remis ensemble à travers la narration. Je dirais que quand je vois les personnages, bon,
quand on se lance dans l'écriture du roman, on ne sait pas exactement quels sont les personnages. Il y a quelques personnages, en tout cas c'est comme ça que moi j'écris. Il y a 2 ou 3 personnages qui sont avec lesquels on commence l'histoire. Et puis peu à peu, il y a d'autres personnages qui apparaissent au cours de l'histoire. Et je ne me posais pas des questions particulières, d'où vient tel ou tel personnage, à quoi il correspond. Mais en réalité, peu à peu, je me rendais compte qu'il y a tel trait de ce personnage qui vient de telle personne que j'ai connue, et tel autre trait qui vient de telle personne. Et il y a cet événement que j'ai raconté de cette manière, et en fait, cet événement m'a été inspiré par un événement réel qui était complètement différent, mais qui a provoqué chez moi une sensation qui a produit tel récit dans le roman. Je crois que dans un premier temps, les gens étaient étonnés. Ils ne s'attendaient pas. Et je pense que c'est tout à fait légitime parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à une explosion aussi soudaine et qui se répand dans de nombreux pays à la fois. Et pour tout dire, les pays occidentaux avaient de très bons rapports avec les dictateurs qui étaient là. Assez vite, on a commencé à dire « Ah oui, c'est des dictatures, etc. » Mais on n'avait aucun scrupule à avoir de très bonnes relations avec Moubarak, avec Ben Ali et Kadhafi aussi. Et on a commencé à s'intéresser à l'aspect de revendication démocratique et ce qui est tout à fait respectable, même si en réalité on ne s'était jamais préoccupé de cela. Pour être sincère, je pense qu'à aucun moment on a exigé des pays arabes d'établir la démocratie. Ça n'a jamais été une revendication occidentale. On a toujours traité avec les gens en fonction de leur... en fonction du fait qu'ils étaient amis ou adversaires. Donc, s'ils sont amis et qu'ils ne sont pas démocrates, ce n'est pas grave. S'ils sont adversaires et qu'ils ne sont pas démocrates, on leur dit « vous n'êtes pas démocrate ». On n'a jamais exigé des réformes particulières quand c'était des partenaires commerciaux intéressants. On a toujours considéré que c'était un aspect secondaire. Mais, à un moment donné, on a commencé à s'intéresser à la revendication démocratique. Et donc, il y a eu une phase d'enthousiasme. Je dirais que ça a duré quelques semaines. Puis, il y a eu une phase d'inquiétude. Il y a eu une inquiétude qui était liée à plusieurs facteurs. D'abord, au fait que la violence a commencé à se répandre. D'abord en Libye, puis en Syrie surtout. C'est aussi lié à l'apparition d'un rôle beaucoup plus important pour les mouvements islamistes. Au début, les personnages qu'on voyait le plus, c'était les jeunes qui utilisaient Twitter et Facebook et YouTube qui étaient dans lesquels on pouvait se reconnaître parce que c'était des jeunes modernes, etc. Et cette image n'a pas duré très longtemps parce que quand le mouvement est devenu beaucoup plus dur, quand il y a eu une répression très forte et que peu à peu on a glissé vers des affrontements armés, tous ces jeunes avec leur petite machine ont disparu en réalité derrière des gens qui se battaient et qui avaient une autre apparence déjà et d'autres idées. Et donc,
assez vite, on a commencé à être un peu méfiant. Et ça s'est confirmé quand il y a eu des élections. Quand il y a eu des élections, et que ces élections ont été remportées par les frères musulmans ou des mouvements proches des frères musulmans, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce printemps? Qu'est-ce que c'est que ce printemps où les gens manifestent pour la liberté, après ils vont voter pour des partis religieux, et je pense que ça a évoqué les souvenirs de l'Iran. Les gens s'étaient passionnés pour le mouvement au début en disant voilà, c'est la démocratie contre la monarchie, et après ils ont vu que ce n'était pas vraiment la démocratie, que c'était un pouvoir théocratique qui s'est installé, et beaucoup de gens jusqu'à présent ont le sentiment qu'ils ont été un peu, que leur enthousiasme a été trompé, parce que ce que produit ce mouvement n'est pas ce qu'ils attendaient. Pour terminer sur cette question, je dirais simplement que l'appellation de printemps arabe ne pouvait conduire qu'à ce genre de désillusion. Parce que quand il y a un mouvement pareil, ça ne peut pas rester le printemps en permanence. Il y a le printemps, l'hiver, l'automne, l'été. Et à partir du moment où on dit c'est le printemps, dès qu'on a des signes qui ne sont pas des signes printaniers, on est forcément déçu.